Avec mes invités, on va revenir sur cette nouvelle fusillade à Grenoble cette nuit vers 2 heures du matin dans le quartier de Saint-Bruno. Un homme de 20 ans a été blessé à la main et à la cuisse. Le procureur de Grenoble évoque des guerres de gangs intenses avec des fusillades quasi quotidiennes dans l'agglomération grenobloise. Alors pour le moment, aucun tireur n'a été arrêté. Une chose est sûre, cette situation plus que complexe dans l'agglomération grenobloise. Eh bien, Brice Gajan, secrétaire départemental de l'Isère du syndicat de police Unité, nous l'a confirmé. Les fusillades se multiplient bel et bien ces derniers temps. Écoutez. Au niveau des éléments, j'ai envie de vous dire, rien de nouveau. Des individus jeunes, que ce soit pour les victimes ou vraisemblablement pour l'auteur, l'enquête le déterminera. Ce que je veux souligner, c'est qu'en fait, à Grenoble, on ne compte plus. On ne compte plus parce que ça fait 10 jours, la dernière semaine des Jeux Olympiques, nous avons eu, je ne veux pas exagérer, mais tous les jours une tentative d'assassinat, notamment sur le quartier Saint-Bruno, notamment sur Échirolles. Et les faits s'empilent, les faits s'enchaînent et rien ne bouge. Vous connaissez bien Grenoble, vous connaissez bien cette ville. Est-ce qu'il y a eu une évolution de la situation sur place? On parle aujourd'hui de fusillades quasi quotidiennes. Est-ce que vous avez la sensation que cette violence se fait de plus en plus importante dans cette agglomération grenobloise? En fait, ça fonctionne par cycle. Il y a des périodes où il y a beaucoup plus de violence qu'à d'autres périodes. Ça peut être des luttes de territoire, récupérer le marché. Je constate aussi qu'il y a des auteurs qui sont franchement jeunes. Il y en a qui sont franchement jeunes. Dans les années 80, il n'y en avait pas de si jeunes. Ça, je m'en souviens très bien. Alors après, c'est mon expérience personnelle. Je n'ai pas regardé de statistiques, donc c'est vraiment ce que je ressens par rapport au quartier dans lequel j'ai vécu à Échirolles. Oui, parce que malheureusement, certains sont employés aussi comme guetteurs pour le trafic de drogue, bien sûr. Alors oui. Et ils sont souvent très très jeunes aussi. Oui, il y a aussi ça. Il y a ce que je constate aussi, c'est que moi, là où j'ai habité, en fait, ma montée, c'était devenu le lieu de deal. C'était une montée qui était très tranquille. Et parce qu'elle était tranquille et qu'aucun des dealers, aucune famille des dealers ne vivait là, alors ils sont venus faire leur point ici. Et donc je voyais, à partir des années 90, dans les années 80, il n'y avait pas tout ça, 70-80. Et ce qui me gênait, c'était moins les dealers que ceux qui venaient acheter. Et ceux qui viennent acheter, ils n'habitent pas là. Ils viennent, ils font leur marché et ils repartent. Et j'avais envie de leur dire, mais puisque vous aimez ça, pourquoi vous n'êtes pas ici? On échange nos logements. Moi, je prends le vôtre dans les beaux quartiers de Grenoble, et puis vous venez vivre ici. Comme ça, tout le monde sera content. Moi, c'est ça qui m'embêtait le plus. C'était les trafiquants, ils veulent faire de l'argent, ce sont des voyous, etc. Mais moi, ce qui m'embête le plus, c'est les acheteurs. C'est eux qui me révoltaient le plus. Parce que c'est à cause d'eux qu'on vit ces situations dans les quartiers. C'est à cause de ceux qui achètent. Même si les trafiquants de drogue aussi sont responsables. Ah mais bien sûr. Même si encore... Je ne remets pas du tout en cause leur responsabilité. Mais on aussi pourrissent la vie des habitants. On ne pointe pas assez la responsabilité des acheteurs. Après, effectivement, les délinquants, là, les violences dont vous parlez, les fusillades, je disais que c'était par cycle, mais ce n'est pas le quotidien, ça c'est ponctuel. Le quotidien, c'est vraiment les incivilités, les rodéos. Et quand on appelle la police, systématiquement, c'est on n'a pas assez de monde. On n'a pas assez de monde, ils sont déjà sur d'autres interventions. Et le problème, encore une fois, c'est une question d'effectifs à la fois pour la répression au niveau de la police et de la justice et au niveau de la prévention sur les éducateurs et les animateurs. Ce qu'on a pu constater effectivement lors des opérations Place Net aussi, c'est que le trafic de drogue impacte la vie des habitants de ces quartiers, puisqu'il détériore aussi les cages d'escalier, les parties communes. Il y a des problèmes d'hygiène, des problèmes de nuisance sonore également. Oui, donc effectivement, je l'ai vécu. Voilà, c'est pointer du doigt les consommateurs. Vous avez raison de le faire. On peut aussi pointer du doigt effectivement le rôle surtout bien sûr le rôle de ces trafiquants de drogue dans ces quartiers. Même si encore une fois, je précise, là en l'occurrence sur cette fusillade, pour le moment, on attend de savoir si c'est lié au trafic de drogue, même si il y a malheureusement peu de doutes, et notamment au vu de ce que nous a dit tout à l'heure Brice Gajan. Jean-Marie Godard. Oui, il y a franchement, pour connaître un petit peu le domaine, il y a très peu de doutes pour que ce ne soit pas lié à une histoire de stupes, au trafic de drogue. Ce problème, en fait, on a l'impression que c'est une histoire sans fin, et parce que ça fait des années que ça dure, parce que en 2021, il y a eu des tas de règlements de compte à Marseille au cœur de l'été. Par exemple, je prends, parce qu'il n'y a pas que Grenoble, il y a d'autres villes qui ont fait qu'il y a eu Emmanuel Macron qui a proposé un grand plan qui a passé 5 jours à Marseille au mois de septembre
voilà, de cette année-là. On a l'impression que les politiques ne réagissent que quand il y a des drames, que quand il y a des fusillades. C'est marrant parce que, par exemple, dans les quartiers nord de Marseille, il y avait une expression parmi les policiers que j'avais rencontrés là-bas qui disait en fait, ça bouge à Marseille quand le bruit des calaches finit par monter jusqu'à Paris. Voilà. Grenoble, le problème, c'est qu'on va avoir un peu la même chose et on a l'impression qu'il y a eu un terrain qui a été complètement déserté par rapport à un certain nombre de quartiers, pas seulement par la police, par l'ensemble des services publics, par l'État en général, qui a laissé filer les choses parce que voilà. Vous parliez de la police tout à l'heure, c'est même pas quand vous les appelez dans certains endroits, et y compris les habitants qui se sentent complètement abandonnés par ça, pour cette raison-là, qui disent quand on appelle la police par exemple le soir parce qu'il y a du tapage nocturne, on nous répond non seulement on n'a pas les moyens, mais on nous répond surtout on ne peut pas venir avec un équipage de police secours de 3 personnes parce que c'est trop dangereux pour nous. C'est-à-dire que si on voulait venir dans le quartier, il faudrait amener une compagnie de CRS avec nous. Et ça, c'est absolument intolérable pour les habitants, dont certains d'ailleurs se mettent à devenir complètement fatalistes par rapport à ça. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, c'est comme ça. Et vous évoquez le cas de Marseille, pour reprendre les propos de Brice Gageant tout à l'heure, et pour les auditeurs d'Europe 1 qui n'étaient pas là peut-être la première heure, il explique qu'aujourd'hui la situation à Grenoble est pire. Oui. À Marseille. Alors, il y a souvent. Pourtant, on pointe souvent du doigt Marseille, mais effectivement, mais Grenoble, c'est un peu comme la Seine-Saint-Denis. C'est un peu comme la Seine-Saint-Denis. Je me rappelle les statistiques. Pourquoi on parle de Marseille souvent? Parce qu'il y a aussi un historique sur Marseille, et puis il y a un peu un côté légendaire de la ville avec le grand banditisme et tout ça, qui a donné lieu à beaucoup de films. Mais il y a visiblement, je me rappelle de statistiques, effectivement, aussi par rapport au 93, qui montraient qu'à Marseille, il y avait plus de fusillades, par exemple, en Seine-Saint-Denis ou à Grenoble. Mais par contre, à Marseille, il y avait plus de morts. Et c'est pour ça qu'on parle plus de Marseille aussi. Des fusillades qui font plus de morts. Je pensais au terrain déserté et à la manière de réagir des politiques. On parlait des opérations place nette, alors qui sont des grandes opérations de communication. Quand il y a eu trop de tirs, tout ça, on envoie des tas de policiers. Ça a un effet dissuasif sur un court terme. Mais le problème, c'est qu'après, quand vous repartez, vous laissez un dispositif 10 jours. Le premier jour, vous venez avec les caméras, mais quand vous repartez, le trafic se réinstalle. C'est une histoire sans fin. Mais la crainte des habitants lors de ces opérations place nette était le moment où les forces de l'ordre allaient quitter les lieux. On le voit, ça se confirme. Une fois que les policiers ne sont plus là, le trafic reprend. Mais elles ne sont pas complètement inutiles non plus, parce que vu des personnes qui habitent dans l'endroit où il va se dérouler une opération place nette, ça leur offre 10 jours de tranquillité. Moi, je me rappelle d'un commissaire de police avec lequel j'ai écrit un livre qui me disait, mais moi je vois Patrick Visser-Bourdon, pour ne pas le citer, qui disait, mais moi je vois des gens qui me disent, à partir du moment où il y a une opération de police, par exemple dans leur immeuble, une personne qui va se plaindre sur son bâtiment, qui dit, moi j'en ai marre, j'en peux plus, ça squatte le hall de l'immeuble tous les soirs, toutes les nuits, ils me font peur, je peux plus descendre avec mon chien. Et en fait, la personne, c'est à partir du moment où il y a une opération de police qui va déplacer son problème dans le quartier d'à côté, son problème, il est réglé. Enfin, localement, quand on voit justement l'insécurité vécue par les habitants, et que nous, par exemple, on peut regarder le problème du trafic de drogue de manière globale, l'habitant qui, lui, voit la tranquillité se réinstaller pour lui personnellement, même si le point de deal se déplace à 2 km plus loin, lui, son problème à lui, il est réglé. Donc, il y a quand même un effet sur la population qui est positif. Mais le problème global ne change absolument pas. Et ça veut dire aussi que si vous voulez maintenir un endroit où c'est tranquille, ça veut dire qu'il faut maintenir les policiers, mais dans le long terme. Et les policiers, d'ailleurs, on va en parler, puisque eux aussi sont régulièrement victimes d'agressions. Et nouveau cas, cette fois-ci à Lorient, où 3 agents de police venus interrompre un barbecue sauvage ont été la cible de crachats, d'insultes et de coups. Les individus se sont rebellés lors de leur interpellation. On va regarder le reportage de Mickaël Chailloux. Écoutez bien sûr sur Europe 1 les propos de ce sujet. Et puis on évoquera bien évidemment cette question et cette nouvelle agression de policiers.
L'intervention pour nuisance sonore date de dimanche soir dans cette cité de Hennebont, en agglomération de Lorient. Le ton monte, coup de pied, coup de poing en direction des 3 policiers qui bénéficient respectivement de 5, 3 et 2 jours d'interruption temporaire de travail. Stupeur dans les rangs des fonctionnaires lorientais qui alertent via leur syndicat. L'uniforme ne fait plus peur, surtout pour des individus qui sont au-dessus des lois. Là, il n'y a plus de souci pour eux. La violence, il n'y a pas de problème. Les sanctions pénales ne sont pas assez fermes. Hein. On a un code pénal, on a des individus qui ont des rappels à la loi, des rappels à la loi, des rappels à la loi. On les retrouve tous les jours dans les commissariats et ça les décourage pas. Le phénomène n'est pas nouveau dans les grandes agglomérations, mais il touche aujourd'hui de la même façon des villes moyennes comme Lorient, 60 000 habitants. La réponse pénale est au cœur de cette problématique, selon cet ancien magistrat. Je ne dis pas que les délinquants n'ont plus peur, je dis qu'ils ont de moins en moins peur. Je dis que la justice est de moins en moins ferme, sévère à l'égard des formes les plus inacceptables de délinquance ou de criminalité, bien évidemment. Les formes les plus inacceptables de la délinquance, ce sont les violences. Ce sont les violences, de surcroît quand elles touchent naturellement ceux qui sont chargés de nous protéger et qui tous les jours risquent leur vie. Les policiers et les gendarmes. À Lorient, les autorités font savoir que depuis 7 mois, les violences envers les personnes dépositaires de l'autorité publique sont en baisse de 30%. Par ailleurs, un des auteurs des coups contre les policiers dans le quartier Kériouet a été condamné en comparution immédiate mardi à 14 mois de prison ferme. Et voilà, est loin de moi l'idée de faire le parallèle avec le sujet précédent, mais on le voit encore une fois, les agressions de policiers se multiplient également. Il y a eu cette agression à Lorient. On peut évoquer aussi l'agression à Lagny-sur-Marne où un policier a été frappé avec une barre de fer alors qu'il était hors service. Une agression à Bordeaux également. Agression aussi à Marseille lors d'une interpellation après un contrôle, bien sûr, d'un automobiliste qui s'est mal déroulé. Automobiliste qui plus est en plus sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. On a la sensation que, encore une fois, là aussi, pas un jour ne passe sans qu'un policier soit agressé. Il n'y a plus de respect aujourd'hui de l'uniforme, de la fonction de policier, Elliot Maman ? Il n'y a plus de respect de tout ce qui représente institutionnellement la France dans l'espace public. C'est ça qui est absolument abominable. Et en effet, le caractère aggravant que devrait être la volonté de s'en prendre à un dépositaire de l'autorité publique ne semble plus suffisamment dissuasif du côté des personnes qui veulent attaquer ces responsables-là, qui veulent également instaurer un climat absolument effroyable dans la société française. Les policiers qui ont peur aussi parfois d'intervenir. Oui, qui ont par peur eux-mêmes de la sanction. Alors, par peur de la sanction, vous avez raison. D'ailleurs, Lorient, c'est intéressant puisque c'est l'une des quelques municipalités qui très récemment a octroyé à sa police municipale la possibilité de porter des armes. Mais en effet, au vu des enquêtes administratives auxquelles s'expose ensuite l'intégralité des policiers qui par malheur devrait, puisque aucun policier ne veut sortir son arme, d'ailleurs, que ce soit puisqu'ils ont peur d'une sanction administrative ou simplement parce que vraisemblablement le propos de leur mission n'est absolument pas de se retrouver dans des situations comme ça. Aucun policier ne sort son arme par plaisir. Mais il s'avère qu'en plus, lorsque soudainement ils sont contraints de le faire, ils savent qu'ils ont une enquête administrative qui va suivre et une couverture médiatique qui bien généralement se fera plutôt à leur encontre. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et par ailleurs, on peut parfois aussi interroger des formes de responsabilité politique. Évidemment que personne n'a directement instauré la situation dans laquelle on se trouve. Néanmoins, quand on a des responsables politiques qui précisément insiste excessivement sur le caractère délétère des policiers qui sortent leurs armes. Lorsque l'on a des responsables politiques qui nous expliquent que les moyens de vidéosurveillance sont une manière de jeter l'opprobre sur une partie de la population et qu'il faudrait donc plutôt chercher des solutions beaucoup plus souples que les réponses qui visent plutôt à augmenter la focalisation sur les dimensions sécuritaires du maintien de l'ordre, c'est aussi un climat qui n'arrange rien à la situation à laquelle on assiste. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces agressions ? Est-ce qu'il faut, contre les policiers, est-ce qu'il faut sanctionner plus fermement ? Est-ce qu'il faut renforcer peut-être la présence policière ? On l'a vu pendant les Jeux Olympiques, cette forte présence policière a quand même permis de faire baisser de nombreux chiffres au niveau de la délinquance et des crimes. On se dit c'est peut-être là la solution. Quelle est la solution ? Est-ce qu'il y en a une encore aujourd'hui ?
Si vous voulez, je pense qu'il y a deux aspects de la réponse. Il y a un aspect judiciaire. On sait depuis Beccaria que la justice ne fonctionne pas si les peines ne sont pas certaines. Or, pour des faits comme cela, on a beaucoup des peines de prison, par exemple, avec sursis ou des amendes relativement faibles. Des peines prononcées trop tardivement, et donc il n'y a plus de sens de la sanction. Et puis à côté de ça, il y a aussi un sujet de civilisation, parce que ces scènes-là, on les retrouve aux États-Unis, on les retrouve au Royaume-Uni. On a une sorte de dissolution complète aujourd'hui du tissu social où les individus ne se sentent plus tenus par rien, plus tenus de respecter leurs voisins en n'allant pas faire du tapage nocturne à 2h du matin. Et je rejoins ce que vous dites, c'est valable pour les policiers, les médecins, les pompiers. Il n'y a plus aucun respect de gens qui viennent souvent vous aider, vous porter assistance. C'est ça qui est quand même terrible. Oui, et donc on a des nomades, des individus complètement atomisés en fait, qui se retrouvent les uns à côté des autres, et donc dans une sorte de guerre de tous, de guerre de tous contre tous. Ça, c'est un vrai sujet sociétal. Et tant qu'on n'aura pas aussi pris le temps de faire un pas de côté et de se poser la question de savoir comment tout cela est arrivé, on ne s'en sortira pas, et ça ira de mal en pis. Jean-Marie Godard. Je crois que la solution... Enfin oui, il y a un certain nombre d'endroits où il faudrait plus d'effectifs de police. Moi, je me rappelle que justement, l'une des mesures que Emmanuel Macron avait promis, d'ailleurs, je ne sais pas trop où elle en est, c'était la police de sécurité du quotidien, la fameuse PSQ, où on avait un peu un retour justement de la présence de la police visible à pied sur le terrain. Une sorte de police de proximité ? Reconquête de territoire. Oui, une police de proximité, mais on avait changé de nom. Mais avec un vrai contact avec les habitants. Mais ça veut dire qu'il faut énormément de monde, et ça veut dire aussi qu'il faut sécuriser d'emblée un certain nombre de quartiers. Parce que sinon, c'est juste pas possible. Et après, oui, il y a des policiers maintenant qui prennent beaucoup de gants sur des situations pour intervenir parce qu'ils ont peur que ça se retrouve sur les réseaux sociaux, que l'interpellation un peu musclée qu'il va y avoir finisse sur X ou ailleurs, et que ça donne lieu à une polémique derrière. Je rappelle qu'à Lorient, ils venaient interrompre un barbecue sauvage. Non, mais voilà, mais en plus, la situation est totalement absurde parce que c'est le genre de choses qui aurait pu se terminer tranquillement. Enfin, voilà, où on éteint le barbecue, il y a un rappel, et là, ça finit avec une situation complètement dramatique et des policiers qui sont effectivement agressés. On a l'impression que tout, aujourd'hui, devient une question de rapport de force. Et qu'il y a des gens qui considèrent que se retrouver en face de policiers, c'est aussi une question de rapport de force. C'est même pas une question de respect de l'autorité. Rémi Tell, un dernier mot là-dessus et on évoquera après une polémique à Toulon. Oui, en 2 secondes, la réponse doit être en partie sécuritaire, mais pas seulement sécuritaire. Dans les années 70-80 en France, on avait des effectifs de police qui étaient à bien des égards moins mobilisés que ce qu'on a vu par exemple lors des Jeux Olympiques. Et la parenthèse enchantée a duré peu de temps pour les policiers en tout cas. Oui. Et donc à quel prix aussi, et est-ce que demain on devra à chaque fois... Moi, je crois que la société de la délinquance généralisée n'est pas souhaitable, celle de la surveillance généralisée non plus. Et donc c'est pour ça, afin aussi que la liberté individuelle ne finisse pas comme étant la variable d'ajustement un peu de cette guerre de tous contre tous, qu'on doit remonter à la racine de ces problèmes. Allez, on va passer à cette polémique dans une piscine municipale à Toulon. Une femme s'est vue interdire par un maître nageur de donner le sein à son bébé. La raison, la présence d'autres enfants. Cette maman a par la suite envoyé un courrier au maire de la ville qui n'a pas tardé à répondre. Alors dans un premier courrier, la municipalité considère que certains gestes de la vie font partie de la sphère intime et n'ont pas leur place dans un lieu public. Et puis, dans une seconde lettre écrite, avec, je cite, cette première phrase pour mettre un terme à une polémique qui est en train d'enfler sur les réseaux sociaux. La mairie de Toulon affirme que l'allaitement dans les lieux publics est cette fois-ci naturel, qu'un rappel va être fait aux agents des équipements sportifs. Néanmoins, les employés municipaux ont recommandé de ne pas allaiter directement dans l'eau, mais sur les gradins ou dans une zone sèche. Affirmation, selon cette mère de famille encore une fois, totalement fausse. Est-ce qu'on a la sensation, avec ces courriers, même plus une sensation, on voit un rétropédalage de la mairie de Toulon, mais pourquoi, Nahem Bestandji ? Alors pour ça, il faut avoir le contexte en tête. Ce genre d'affaires, ce n'est pas la première fois que ça se produit. C'est arrivé de nombreuses fois dans un parc zoologique, je ne sais plus de quelle ville. C'est arrivé aussi dans une caisse d'allocation familiale.
c'est arrivé aussi même au musée du Louvre. Et c'est toujours le même scénario. Une mère de famille veut allaiter son bébé et il y a quelqu'un, un gardien, un agent, qui demande à la dame d'arrêter ou de s'en aller. Et ensuite, il y a une réaction de la direction qui dit « l'agent a mal réagi ». Nous condamnons l'attitude de l'agent. Cette dame avait toute raison d'allaiter son enfant, même dans nos locaux. Quand le communiqué indique qu'il y avait des enfants qui étaient présents, ça veut dire quoi? C'est ce qu'aurait dit le maître nageur, selon cette maman. Voilà, ça veut dire qu'on sexualise le sein et que ce n'est pas un objet d'allaitement, c'est un objet d'excitation sexuelle ou d'exhibition sexuelle. C'est totalement hors sol. Et on prend pour prétexte des enfants qui eux-mêmes, quelques années auparavant, avaient été le sein de leur mère. Donc c'est cacher ce sein que je ne saurais voir. Ouais. Là, on tombe dans une pudibonderie incroyable. Ça me fait penser un peu au Burkini. C'est-à-dire ça va dans le sens un peu de ce qui s'est passé à Grenoble. Il faut cacher les femmes et même les cacher de la tête aux pieds, même dans les piscines. Et en plus, si elles allaient, elles ne font qu'allaiter leur enfant. Il faut rappeler quand même aux gens que la poitrine des femmes, ce n'est pas obligatoirement quelque chose de sexuel ou d'exhibition ou d'excitation sexuelle. Enfin, c'est quand même incroyable. Et là où c'est particulièrement surprenant, c'est que la mairie en question, contrairement à toutes les affaires précédentes dont les directions ou les mairies avaient condamné l'attitude de leur agent, là, la mairie soutient le maître nageur, va dans son sens et finalement fait une sorte de petit rétropédalage, mais non pas pour s'excuser auprès de la maman, mais pour dire il y a une ampleur qui est en train de prendre sur les réseaux sociaux. Donc en fait, la mère, on s'en fiche un petit peu. C'est-à-dire que les réseaux sociaux dictent le tempo. Les réseaux sociaux dictent le tempo. Oui, aujourd'hui, c'est ça. Des réactions d'une municipalité. C'est quand même assez étonnant. Alors concernant cette affaire, et j'aimerais aussi avoir vos réactions, Laure Lavalette, qui est députée du Rassemblement national dans le Var, veut faire une proposition de loi pour réprimer l'interdiction d'allaiter dans l'espace public. D'interdiction d'allaiter. Est-ce qu'il faut légiférer sur cette question? Est-ce qu'il faut qu'on arrive à ce point, c'est-à-dire de légiférer sur la question d'allaiter ou non dans l'espace public? Non, parce qu'il faut rappeler que la loi n'interdit pas ça. La loi ne l'interdit pas. Il n'y a aucune loi qui dit que les femmes ne peuvent pas allaiter parce que c'est considéré comme une forme d'exhibition ou je ne sais quoi. Alors là, ça serait une loi pour réprimer l'interdiction. Quelle interdiction? C'est-à-dire que quand il y a... Quand quelqu'un vous dit que c'est interdit... non, parce que de toute façon, ça ne l'est pas. Ça n'est pas interdit. Donc, on ne va pas faire la tête pour dire aux gens que vous ne pouvez pas dire que c'est interdit. Enfin, ce n'est pas interdit du tout. Et heureusement que ça ne l'est pas. Et il n'y a aucun projet de gouvernement, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, qui a la volonté de près ou de loin d'interdire ou d'encadrer le fait qu'une mère allaite son enfant dans l'espace public. Et peut-être même s'il y en avait un jour, c'est plutôt pour protéger cette liberté-là. Elliot Maman. Non, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on en vient à vouloir faire paraître dans des règles institutionnelles ce qui normalement devrait être reconnu en tant que norme souple par l'intégralité de la base sociale, c'est que l'on comprend l'état de délitement de notre ordre culturel, si vous voulez, dans lequel on se trouve, puisque normalement la possibilité pour une femme de pouvoir allaiter son enfant en public devrait faire l'objet d'un consensus assez général dans nos sociétés, dans notre société française, et donc il ne devrait pas y avoir besoin de l'intermédiation de l'État pour le rappeler. Et là, pourtant, au vu de la multiplication de polémiques sur le sujet ces dernières années, on se retrouve en effet avec des députés qui souhaitent déposer des propositions de loi qui vont dans ce sens. Et d'ailleurs, on peut y voir deux responsabilités. Il y a d'abord naturellement une pudibonderie qui est encouragée par des fondamentalismes religieux qui criminalisent le corps de la femme et sa représentation en public. Il y a également une responsabilité d'une sphère néo-progressiste, on va dire, pour ne pas dire woke. On a l'impression de faire un bond en arrière. Ouais. Exactement, et qui, elle, c'est intéressant parce qu'elle n'est pas puritaine en tant que telle, mais elle a peur que la représentation de la nudité en public puisse offenser des personnes qui n'y auraient pas consenti, et c'est donc à ce titre qu'elle veut l'empêcher dans la sphère publique du quotidien, alors même que les artistes les plus woke sont bien souvent également les plus vulgaires dans leur représentation artistique, néanmoins, qui ne s'adressent qu'à leur niche et à leur soutien et fan. Merci en tout cas, Elliot Maman. Merci également à Naëm Bestanji. Merci Rémi Tell, Jean-Marie Godard également d'avoir été avec moi et de m'avoir accompagné pendant ces 2 heures pour Punchline été sur CNews et Europe 1.